Donc bonjour à tous, je suis Nicolas Pau, je suis le délégué général de la CPME 31. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce webinaire avec notre partenaire Matmut. Alors je vais laisser Marc et Céline se présenter bien sûr, mais avant tout je voulais remercier Matmut qui est maintenant sur la deuxième, troisième année Marc de partenariat et qui fait partie des partenaires actifs de la CPME. Et je le fais, c'est presque maintenant devenu une routine, mais je tiens vraiment à féliciter Marc pour son action quotidienne pour nos entreprises et nos adhérents. Et Marc, tu le sais, c'est un plaisir pour nous de travailler bien sûr avec la Matmut, mais plus précisément avec toi. Donc, encore une fois, je te le redis. Euh, C'est gentil. Avant de débuter, bien sûr, de laisser la parole à Marc pour présenter le déroulé du webinaire, juste rappeler à nos adhérents, on a fait notre assemblée générale il y a quelques semaines. Vous précisez que nous travaillons donc sur l'organisation, on l'espère très rapidement, d'événementiels présentiels. On l'espère pour fin juin, début juillet, autour d'une garden party. Alors je ne vais pas faire de faux espoirs, bien sûr. Vous le savez, c'est sous conditions sanitaires, mais on espère que nous allons pouvoir rouvrir très rapidement ce type d'événement parce qu'on le sait, c'est attendu. Donc on en a conscience et on y travaille. Vous le savez aussi, on est dans une année un peu particulière puisque nous sommes dans nos 30 ans au sein de la CPME 31 et je peux vous assurer qu'on est en train de vous préparer un gros événement. Bien sûr aussi, si les conditions sanitaires nous le permettent, fin septembre à la Hallogrim pour fêter ses 30 ans autour d'un événement, j'allais dire massif et inspirant et innovant. Voilà. Donc bien sûr, on sait que la Madmut sera à nos côtés aussi présent pour cette date. Donc on travaille fortement bien sûr pour réenclencher tous ces événements. Autre et dernier point avant de passer la parole à Marc, vous précisez que pour faire une actu interne, nous sommes très contents d'accueillir Léa Vignon qui nous a intégré, que vous verrez juste à côté de moi tout à l'heure, comme chargée de communication. Et donc, bien sûr, les équipes de la CPM 31 voilà, sont en train de s'étoffer. Deux autres personnes sont en train d'arriver, qui traduit aussi, bien sûr, notre croissance et la croissance, bien sûr, de nos adhérents. Et enfin, dernière actu, une application pour les adhérents va arriver très rapidement, une application numérique, car on nous a beaucoup sollicité sur comment interagir entre nous au quotidien, etc. Donc une application réservée aux adhérents va arriver très prochainement, dans les 2 mois, et va vous permettre de faire de la recommandation, d'identifier les entreprises, etc., adhérentes, ceux qui le souhaiteront bien sûr, mais pourront être gratuitement sur cette application. Et bien sûr, nos partenaires pourront être proactifs aussi sur cette application. Donc Marc, je le sais, vous aurez beaucoup de contenu à partager. En tout cas, c'est une application qui va être qui est éprouvée dans certaines CPME de France, qui fonctionne très bien et qui a pour vocation de créer encore un peu plus d'interaction pour nos entreprises et nos adhérents. Sans plus attendre, Marc, je te laisse la parole et du coup présenter bien sûr la Matmut, même si bien sûr on connaît, et peut-être plus précisément le partenariat. Absolument. Merci Nicolas. Alors 30 ans, c'est un bel anniversaire. C'est jeune, hein. Nous, la Matmut va fêter ses 60 ans au mois de septembre, hein. Le Donc double. voilà, c'est une belle année. Euh, Tout à fait. Le partenariat effectivement entre la Matmut et la CPME Haute-Garonne existe depuis 2019. Alors il se concrétise surtout par l'organisation de matinales sur des thématiques alors en lien avec le métier de l'assurance, hein, aussi bien sur tout ce qui est santé prévoyance que sur assurance professionnelle, sur la prévention et puis également sur des thématiques juridiques. La dernière avait lieu au mois de décembre. On a fait une matinale, alors un webinaire puisque maintenant on s'adapte, sur le bail commercial qui a connu un beau succès. Au mois de juin, nous en ferons une, j'ai noté, sur les conduites à risque, tout ce qui est distracteur, addiction et comportement à risque, puisque vous êtes chef d'entreprise, vous prenez la voiture et vous avez des collaborateurs qui aussi prennent des véhicules, soit dans le cadre de leur profession ou pour ne serait-ce que venir sur le lieu de travail. Donc c'est aussi important de sensibiliser les chefs d'entreprise sur cette thématique-là. Ce matin, avec Céline Sand, qui se présentera dans quelques instants, qui fait partie de Matmut Protection Juridique, nous allons effectivement aborder un thème
qui est un thème d'actualité, lié à l'apprentissage, à tout ce qui est alternance, les contrats de professionnalisation. C'est vrai que c'est un thème qui nous est cher, déjà parce que la Matmut, on est employeur. Cette année, on va quand même accueillir 350 alternants sur tous nos sites en France. C'est une voie d'excellence qui a vraiment le vent en poupe. Les pouvoirs publics accompagnent, effectivement, poussent les entreprises à accueillir. Je sais que j'ai vu que la CPME au niveau national, et c'est retranscrit au niveau de chaque CPME, a lancé une opération avec le Bon Coin Emploi jusqu'au 25 avril pour permettre effectivement aux TPE-PME de passer des annonces pour notamment accueillir des alternants. Voilà, c'est On a... une bonne chose. Je te coupe, Et Marc. puis j'ai regardé un petit peu, effectivement. Ouais, Oui, je te coupe, Marc, par c'est rapport à l'objectif jaune. cette action. Vous pourrez retrouver les informations sur nos réseaux sociaux, Facebook, etc., sur l'opération justement avec le Bon Coin. Mais vas-y. Voilà. Et puis j'ai regardé effectivement en 2019. Alors au niveau des apprentis, ça a été une année record pour l'apprentissage en France, puisqu'il y a eu plus 16%. Et l'Occitanie dans le top 3, puisque la Corse est en premier. Après, on a Auvergne-Rhône-Alpes et l'Occitanie est à plus 21,6%. Donc c'est une terre voilà, qui permet. Et on est effectivement dans une période compliquée pour les entreprises, mais également pour notre jeunesse. Donc leur donner un peu d'espoir et puis voilà, une vision, je trouve que c'est une belle. Voilà, un beau pari. Donc voilà, d'où le choix de cette thématique ce matin. J'arrête de parler, je passe le ballon, puisqu'on est en terre d'Ovalie, à Ouais. Céline Sand qui va se présenter et qui animera ce matin la matinale. Juste pour vous dire qu'on ne diffusera pas le diaporama. Par contre, on vous fera passer un lien pour avoir. On a fait une fiche conseil sur la page pro du site Matmut. Donc, vous pourrez retrouver une partie de ce qui sera dit ce matin. Avec Nicolas, effectivement, on va regarder un peu le chat. L'idée, c'est de laisser Céline intervenir et puis après, de passer aux questions-réponses. Voilà, je crois Oui, que j'ai tout dit. donc n'hésitez pas, vous avez des questions, vous pouvez les poster en direct et en live sur le chat. Et après, bien sûr, à l'issue de la présentation, on pourra aussi prendre des questions audio. Donc il suffira, vous avez un petit bouton pour prendre la parole en direct. Donc soit du live, pour ceux qui veulent pas passer à l'audio, vous pourrez l'écrire aussi. Donc vraiment, n'hésitez pas à poster vos questions au fil de l'intervention. Merci. Alors, je reprends le ballon. Effectivement, en Terre de Valais, comme disait Marc, avec un week-end qui a été assez riche, d'ailleurs, sur ce sujet. Je fais partie de Matmut Protection Juridique, voilà, depuis une petite quinzaine d'années, avec effectivement une expérience plutôt côté professionnel sur des questions qui étaient notamment relatives au droit du travail et forcément et heureusement l'apprentissage et éventuellement ces différentes problématiques que nous aurons peut-être l'occasion de voir ou de soulever lors des questions. Donc, ce que je vous propose, c'est effectivement de faire un balayage plutôt général sur ce thème global de l'alternance. Comme disait Marc, le support n'est pas transmis, mais effectivement, une fiche synthétique pourra être communiquée en lien. Et puis, écoutez, je reste à votre écoute au moment des questions pour y répondre du mieux possible. Voilà. Est-ce qu'on peut lancer la présentation, Nicolas, Marc? Je commence le partage d'écran. Merci de signaler s'il y a une difficulté pour l'un, l'autre ou les participants de se manifester C'est éventuellement. parfait, ça s'affiche. Ça va pour vous? Très bien.
Alors, comme disait Marc, hein, c'est vrai qu'on est sur un sujet d'actualité, mais d'une actualité qui dure parce qu'effectivement, l'apprentissage, la professionnalisation ne sont pas des choses nouvelles, mais qui sont un peu mises au devant maintenant, compte tenu des difficultés particulières que nous connaissons, mais aussi de façon un peu chronique sur les tensions du marché de l'emploi pour les jeunes. Donc, les objectifs de cette présentation, c'est pour ceux qui ne le connaissent pas, de mieux appréhender le dispositif de l'alternance et peut-être connaître les droits, les obligations de chacune des parties, d'en faire un rappel pour ceux qui sont déjà concernés par ce type de contrat. On a un sommaire qui est un petit peu chargé. Je vais essayer d'être la plus synthétique et rapide possible, qui nous permettra donc de voir ce qu'est l'alternance en quelques mots, à qui elle est destinée, quels sont les types de contrats qui sont adaptés à ce dispositif, les formalités. Nous envisagerons évidemment, mais là, ça vaut autant pour les employeurs que pour les alternants, la rémunération du salarié. Quelles sont aussi les aides et les exonérations qui permettent de favoriser l'embauche des alternants? Quel est le statut du salarié, ses conditions de travail, les conditions également de formation par le maître d'apprentissage et du tuteur, et parce que parfois il y a une fin, la fin du contrat dans ces grands principes. Alors l'alternance, en quelques mots, c'est un système de formation qui alterne des phases théoriques et des phases pratiques, des phases théoriques de formation, d'enseignements généraux, techniques, et puis des phases pratiques de mise en application directe au sein de l'entreprise. Pourquoi, effectivement, on peut faire le choix de l'alternance? L'objectif, c'est évidemment d'obtenir un diplôme, un titre ou une qualification professionnelle. Et là, on est plutôt du côté de l'alternant. Et puis là, réciproquement, c'est aussi se former ou former à un métier, tout en facilitant l'intégration à la vie et la culture de l'entreprise, ce qui peut effectivement être une plus-value importante pour l'employeur comme pour le futur salarié. Et puis favoriser, là je parle plus de la professionnalisation, la montée en compétence d'un salarié qui est déjà présent dans l'entreprise. Comment on peut mettre en place une alternance? Via un contrat d'apprentissage, plutôt en matière de formation initiale, enfin je dis plutôt essentiellement en matière de formation initiale, ou un contrat de professionnalisation qui lui peut permettre une formation continue et est accessible tout au long de la vie professionnelle. Alors globalement, ce pourquoi, ce comment, avec les objectifs qui sont définis et les moyens, c'est une véritable passerelle vers l'emploi. Marc évoquait la voie de l'excellence. C'est vrai que cette passerelle est réciproque, elle n'est pas à sens unique. Elle va tant dans l'intérêt des professionnels que dans l'intérêt des jeunes ou des salariés qui sont en formation continue et qui envisagent de se former ou un nouveau métier ou de se qualifier tout au long de leur vie. Il y a un petit dispositif, alors c'est vrai que je reviens 2 secondes. Les 2 contrats, phares, ce sont les contrats d'apprentissage et de professionnalisation. Il y a depuis 2018 une loi importante, alors qui est dite loi à venir, mais c'était la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui a créé un dispositif un petit peu particulier qui s'adresse aux salariés en CDI, aux salariés en contrat unique d'insertion à durée indéterminée également, lorsque, dans le cadre de leur vie professionnelle, ils souhaitent changer de métier ou de profession ou alors obtenir une qualification reconnue. La méthode et le moyen, c'est le contrat de professionnalisation. Donc, c'est un dispositif un petit peu particulier sur lequel on pourra revenir, qui n'est pas exclusivement destiné aux jeunes d'ailleurs, et qui pourra donner lieu à des questions si vous le souhaitez. Il est en place donc depuis 2018. À qui s'adresse l'alternance? Alors, au niveau des employeurs, pour ce qui concerne l'apprentissage, toutes les entreprises du secteur privé
sont concernés par l'apprentissage et ainsi que les employeurs du secteur public non industriel, non commercial et commercial, pardon, de même que toutes les fonctions publiques. Pour le contrat de professionnalisation, tous les employeurs qui sont assujettis au financement de la formation professionnelle continue sont concernés et peuvent embaucher en contrat de professionnalisation. Les salariés. Alors là, au niveau de l'apprentissage, on a vu que nous étions en formation initiale. Donc, on est davantage sur un public jeune, de 16 à 29 ans révolus. Alors, l'âge a été d'ailleurs légèrement rehaussé suite à la loi à venir dont nous avons parlé juste avant. On peut aller au-delà, à 30 ans révolus, lorsqu'il s'agit de préparer un diplôme d'un niveau supérieur à celui qui a déjà été obtenu. En revanche, il n'y a aucune limite d'âge supérieure pour l'embauche en apprentissage de travailleurs handicapés, de personnes qui ont un projet de création ou de reprise d'entreprise, et on en voit de plus en plus, et les sportifs de haut niveau également. Pour le contrat de professionnalisation, tous les âges sont visés et les profils sont extrêmement variés. Il peut s'adresser à des jeunes de 16 à 25 ans, à des demandeurs d'emploi de 26 ans et plus, aux bénéficiaires des allocations sociales, revenus de solidarité active, allocations adultes handicapés, allocations de parents isolés d'ailleurs pour les DOM et les TOM également. Et puis ça s'adresse également aux personnes qui ont bénéficié d'un contrat aidé et qui n'ont plus ce contrat. Quel type de contrat est adapté à l'alternance? Alors, nous l'avons vu, que ce soit en apprentissage ou en contrat de professionnalisation, les deux actions peuvent se mener par le biais ou d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat à durée indéterminée. Lorsqu'effectivement l'action de formation intervient dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, cette action intervient en début de cycle. C'est-à-dire que le contrat à durée indéterminée n'a pas vraiment de période d'essai, mais on est sur une action de formation en tout début de cycle. Pour l'apprentissage, le contrat a une durée de 2 ans, de principe. Il existe de nombreuses dérogations en fonction du type de profession ou de la qualification préparée. Donc, vous voyez que le delta de temps peut bouger et finalement être de 6 mois à 3 ans. Il existe également des adaptations à cette durée en fonction du niveau initial de compétences de l'apprenti, au niveau des compétences qu'il a peut-être déjà acquises par d'autres moyens à l'étranger, au titre d'une activité militaire ou civique. Et la durée pourra même être portée jusqu'à 4 ans pour les travailleurs handicapés ou les sportifs de haut niveau. Voilà pour l'apprentissage. Au niveau de la professionnalisation, lorsqu'on est dans le cadre d'un CDD, la durée est plus courte. La durée de principe est de 6 mois à 1 an. Néanmoins, cette durée peut être portée à 36 mois selon les besoins et la situation des jeunes, notamment pour les jeunes qui sont sortis du système scolaire sans qualification ou pour ceux qui souhaitent compléter leur formation et qui sont inscrits, et j'insiste sur le « et », qui sont inscrits depuis au moins 1 an à Pôle emploi. Cette durée est également portée à 3 ans pour les demandeurs d'emploi de plus de 26 ans, inscrits depuis au moins 1 an à Pôle emploi, ainsi que pour les bénéficiaires des allocations sociales dont nous avons vu le profil tout à l'heure. Les formalités. Alors, ça a été très simple et c'est très simplifié et c'est d'autant plus simplifié maintenant, même si on reste sur un contrat écrit. Ça, c'est nécessaire, c'est indispensable, c'est une formalité à laquelle on ne peut pas déroger. Le contrat est rédigé sur un formulaire type. Il est signé par les parties. Pour ce qui concerne le contrat d'apprentissage, ce formulaire doit être accompagné d'une convention de formation. Il est transmis à l'opérateur de compétences, qu'on appelle l'OPCO. Avant, il devait faire l'objet d'un enregistrement auprès de la Chambre des métiers et donc
Là, les formalités ont été simplifiées dès la conclusion du contrat ou au plus tard dans les 5 jours ouvrables suivant le début de l'exécution. C'est très important de faire ces formalités de façon préalable parce que c'est la transmission du contrat qui va conditionner le versement des aides qui sont attribuées aux employeurs d'apprentis. Pour le contrat de professionnalisation, on est dans le même schéma, c'est également un formulaire qui est accompagné. Alors, sachez que les formulaires sont systématiquement fournis avec des notices explicatives à destination de l'employeur pour justement aider à le compléter correctement et éviter les erreurs. Donc, ce formulaire est également transmis à l'opérateur de compétences dès la conclusion et au plus tard dans le même délai de 5 jours ouvrables qui suit le début d'exécution. Sachant que pour le contrat de professionnalisation, dans la mesure où la prise en charge financière par l'opérateur de compétences intervient de la même façon, mieux vaut s'assurer que l'action de formation visée par le contrat de professionnalisation sera bien prise en charge. Je vous en parlais tout à l'heure, pour le dispositif PROA, à destination des salariés qui sont déjà embauchés. Dans ce cas-là, la formalité obligatoire, c'est la conclusion d'un avenant au contrat de travail qui va préciser la durée et l'objet de l'action de formation envisagée par le salarié. Il est également transmis, cet avenant, auprès de l'opérateur de compétences. La rémunération du salarié. Alors, que ce soit en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation, la rémunération est calculée et fixée en fonction d'un pourcentage du SMIC. Et comme vous le voyez, elle dépend non seulement de l'année d'exécution du contrat, mais également de l'âge de l'apprenti. Alors, la première année, effectivement, je ne vais pas décortiquer les chiffres les uns après les autres. On a une évolution et une progression de la rémunération en fonction de l'âge, du niveau de formation de l'apprenti. Il faut savoir que les salaires qui sont versés aux apprentis sont exonérés de l'impôt sur le revenu dans la limite du SMIC. Alors, c'est vrai que là, on est à 100% du SMIC. A priori, ce sont les montants légaux. Donc, pour une rémunération calée selon les minimums légaux, les apprentis sont exonérés de l'impôt. En revanche, ce qu'il faut savoir, et on attire l'attention systématiquement sur ce point, c'est que le versement à un apprenti d'un salaire minimum à celui qui est fixé légalement est puni d'une amende de 1 500 € qui sera appliquée autant de fois qu'il y a d'apprentis qui ne sont pas rémunérés suffisamment. Et cette amende peut être portée à 3 000 € en cas de récidive. Pour le contrat de professionnalisation, de la même façon, en fonction d'un pourcentage du SMIC, on a également une progression de la rémunération selon l'âge de l'alternant. Donc, on va de au moins 55% jusqu'à 85% du SMIC pour les 26 ans et plus, ou bien non, pardon, le SMIC total pour les 26 ans et plus, ou bien 85% du salaire minimum conventionnel de la branche, si cela est plus favorable aux salariés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que d'une façon générale, pour l'apprentissage ou pour d'autres types de contrats, professionnalisation et même les contrats de travail classiques, toujours s'intéresser aux dispositions conventionnelles dont vous dépendez, parce que si ces dispositions sont plus favorables aux salariés, elles auront vocation à s'appliquer. Pour le dispositif PROA, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque la formation se déroule pendant le temps de travail, le salarié conserve sa rémunération identique. Au niveau des dispositions qui s'appliquent pour tous les contrats en matière d'alternance,
comme je vous l'indiquais, la convention collective, voire même le contrat de travail, et ça c'est affaire de négociation, peuvent prévoir une rémunération supérieure, hein, et dans ce cas-là, elle aura vocation à s'appliquer. Et pour le coup, au niveau de l'exonération du salaire, elle ne sera maintenue qu'à hauteur du SMIC, hein, pour l'alternant. Elle sera imposée sur le surplus en cas de rémunération supérieure. De la même façon, l'alternant, qu'il soit apprenti ou titulaire d'un contrat de professionnalisation, bénéficie des dispositions qui sont applicables aux autres salariés de l'entreprise qui l'emploie, comme par exemple le 13e mois, la prime de transport, des primes de repas lorsque c'est prévu, un complément de rémunération dans le cadre de la prévoyance et en cas d'arrêt maladie. Et puis, alors là, ça a été très éprouvé depuis 1 an maintenant. Il bénéficie également du dispositif d'activité partielle, enfin de mise en chômage partiel. Concernant les aides et les exonérations dont l'employeur bénéficie pour l'embauche d'un alternant en contrat d'apprentissage, et là je ne vise que les entreprises de moins de 150 salariés, les cotisations patronales et sociales sont identiques aux autres salariés. Néanmoins, il faut savoir que depuis la loi de finances de 2018, il y a une réduction générale des cotisations patronales qui sont applicables, donc qui indirectement bénéficient aux alternants. Sont la CSG et CRDS, exonération totale pour ces contributions. Une aide unique a remplacé les différentes aides qui étaient octroyées au préalable. Cette aide unique, elle concerne la préparation des diplômes de niveau inférieur ou égal au bac, et elle s'élève donc à 4 125 € pour la première année, 2 000 € pour la deuxième année de formation, 1 200 € pour la troisième année, voire au-delà, puisqu'on a vu que le contrat d'apprentissage pouvait être porté à une durée de 4 ans pour les travailleurs handicapés et les salariés et les sportifs de haut niveau notamment. Alors là, nous avons une aide unique qui a été revalorisée pour les contrats signés entre juillet 2020 et mars 2021. Elle a été revalorisée à hauteur de 5 000 € uniquement pour la première année lorsque l'apprenti est mineur et à 8 000 € lorsque l'apprenti est majeur. Là, compte tenu du niveau de diplôme préparé, il faut savoir qu'une nouvelle aide exceptionnelle et temporaire a été mise en place pour encourager effectivement l'embauche des apprentis. Cette aide exceptionnelle et temporaire concerne la première année des contrats signés entre le 1er juillet 2020 et prolongés depuis un décret du 31 mars jusqu'au 31 décembre 2021, lorsque l'apprenti prépare un diplôme de niveau inférieur et égal à un master. Donc là, on est équivalent bac+5 ou niveau 7 du registre national des certifications professionnelles. Une petite alerte, cette aide cesse d'être due en cas de rupture anticipée du contrat. Donc le principe étant qu'effectivement, elle est versée de façon continuelle sur toute la durée de la formation. Si la formation devait s'arrêter de façon anticipée, l'aide n'est plus due. Et le cas échéant, elle doit être remboursée si elle a déjà été versée. Concernant les aides et les exonérations dont bénéficie l'employeur pour l'embauche d'un contrat de professionnalisation, de la même façon, les cotisations patronales et sociales sont identiques aux autres salariés. Des aides peuvent être versées, et là, au cas par cas, par les opérateurs de compétences. Alors, ça peut concerner l'aide financière pour la formation d'un tuteur. L'aide de l'État, elle, reste maintenue à 2 000 € lorsque l'embauche intervient en contrat de professionnalisation pour un demandeur d'emploi depuis 45 ans. Il existe toujours une aide forfaitaire de Pôle emploi dont le montant est 2 000 € maximum pour l'embauche d'un demandeur d'emploi de plus de 26 ans. Et de la même façon, le contrat de professionnalisation bénéficie de cette aide exceptionnelle et temporaire pour la même année d'exécution celle que nous avons vue pour le contrat d'apprentissage. En revanche, il y a 2 conditions supplémentaires. Il faut que le salarié ait moins de 30 ans.
et qu'il prépare le même diplôme, c'est-à-dire inférieur ou égal à un master ou alors un certificat de qualification professionnelle. Pour les 2 contrats, que ce soit l'apprentissage ou la professionnalisation, il faut savoir que l'AGEFIP propose aussi des aides. Donc là, je vous invite, si vous êtes concerné ou si vous l'envisagez, à vous rapprocher directement de l'organisme. S'agissant du statut du salarié et de ses conditions de travail. Alors, le principe, c'est que le salarié en apprentissage et en professionnalisation est un salarié comme les autres. Donc, il est soumis aux mêmes conditions de travail que les autres salariés. Il bénéficie également des mêmes droits, notamment pour les congés payés et des droits concernant les élections aux instances représentatives du personnel. Donc, toutes les élections personnelles, il faut savoir qu'il est, s'il répond aux critères, hein, électeur et aussi éligible. En revanche, ce qui est important, c'est qu'il n'est pas pris en compte pour la détermination de l'effectif de votre entreprise. Il y a également quelques spécificités, notamment s'agissant du temps de formation, qui va être considéré comme du temps de travail effectif et qui, à ce titre-là, peut donner lieu au paiement d'heures supplémentaires. Concernant le temps partiel, le travail à temps partiel n'est possible que pour le contrat de professionnalisation. Un apprentissage ne peut pas se faire en temps partiel. S'agissant de la préparation aux examens, et là je parle uniquement pour l'apprenti, il bénéficie d'un droit à congé particulier, donc un congé spécifique rémunéré de 5 jours ouvrables pour préparer ses examens. Ce qui est important, malgré le principe hein, que l'apprenti ou le titulaire du contrat de professionnalisation sont des salariés comme les autres dans l'entreprise, il y a une petite nuance néanmoins s'agissant des jeunes travailleurs, donc des travailleurs de moins de 18 ans. Au niveau de la signature du contrat, ça peut sembler évident, mais certains sont plus dégourdis que d'autres, mais un apprenti mineur qui n'a pas été émancipé ne peut pas contracter sans l'autorisation d'un représentant légal. Bon, de toute façon, les notices explicatives des formulaires sont bien là pour le rappeler. Donc voilà, la signature ne sera valide que si elle est faite dans les conditions légales et qui vont engager l'apprenti. La durée du travail, l'apprenti mineur ne peut pas travailler, et là, temps de formation compris, puisqu'on a vu que ce temps de formation était du temps de travail effectif, plus de 8 heures par jour, ni au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail, qui est de 35 heures, sauf une dérogation qui peut être accordée à titre exceptionnel par l'inspecteur du travail et après avis du médecin du travail, et ce, dans la limite de 5 heures par semaine. C'est-à-dire que la durée hebdomadaire de travail d'un apprenti ne peut pas excéder en principe 35 heures, elle peut être portée jusqu'à 40 heures, mais cela implique que l'inspecteur du travail donne son accord après un avis du médecin du travail. De la même façon, il y a une limite spécifique au nombre d'heures de travail consécutives que l'apprenti peut exécuter. Ce nombre est limité à 4h30, au terme desquelles l'apprenti doit automatiquement bénéficier d'une pause de 30 minutes consécutives. On ne répartit pas 15 minutes ici, 15 minutes par là. Les 30 minutes de pause doivent être consécutives. Comme on l'a vu précédemment, il existe des dérogations possibles à la durée du travail pour des apprentis mineurs ou des jeunes travailleurs, hein, en contrat de professionnalisation également. Mais il existe néanmoins une dérogation de droit pour certaines activités, et cette dérogation, elle permet, sans recueillir l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, d'augmenter la durée et de la portée donc à 40 heures semaine et 10 heures par jour pour les activités qui sont réalisées sur des chantiers de bâtiments ou de travaux publics, ainsi que des chantiers d'espaces verts pour la création, l'aménagement et l'entretien. Dans ce cas, des compensations doivent être accordées. Alors, ce sont des périodes de repos qui sont au moins équivalentes au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée de 8 heures par jour, et un repos compensateur qui éventuellement viendrait également compenser les heures supplémentaires qui auront été exécutées. Dans tous les cas, la durée du travail
et ce temps de formation compris ne peut pas être supérieur à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale des travailleurs adultes dans l'établissement. Nous restons toujours sur les mineurs, les jeunes travailleurs. En matière de repos, des règles spécifiques s'appliquent également. Le repos quotidien ne peut jamais être inférieur à 12 heures consécutives, voire 14 heures si le jeune a moins de 16 ans. Alors, le moins de 16 ans, on a vu que l'apprentissage était ouvert à partir de 16 ans. C'est juste pour une circonstance particulière où un jeune qui a 15 ans révolu et qui est dans un cycle de formation peut intégrer l'apprentissage. Ça reste à la marge, sachant que préalablement, il existait ce qu'on appelait un apprentissage junior qui permettait aux jeunes de commencer à travailler à 14 ans et qui a été supprimé. Donc maintenant, une partie de la formation pourra être exécutée alors que le jeune a 15 ans révolus et dans ce cas-là, son droit au repos est supérieur. Concernant le repos hebdomadaire, le repos hebdomadaire est de 2 jours consécutifs pour les jeunes travailleurs, donc pour les mineurs. Il faut être très vigilant en matière d'apprentissage aux semaines qui encadrent les retours en formation au CFA. Parce que si vous avez une entreprise qui ouvre le samedi, par exemple, le jeune ne pourra pas travailler le samedi. Il aura besoin du samedi et du dimanche pour enchaîner sur sa semaine de formation au CFA, du lundi au vendredi, avoir également son samedi, son dimanche, avant peut-être de revenir en entreprise. De la même façon, et là, peut-être un peu plus absolue, il est interdit de faire travailler des mineurs la nuit, des jeunes travailleurs la nuit, et considéré comme un travail de nuit, le travail exécuté entre 22 heures et 6 heures du matin pour les 18 ans, ou entre 20 heures et 6 heures du matin pour les moins de 16 ans. Et là, les moins de 16 ans, je reviens sur la petite parenthèse que je faisais, on est sur du 15 ans révolu, quoi qu'il arrive. Certaines dérogations à l'interdiction du travail de nuit sont néanmoins possibles dans certains secteurs. Alors, il est vrai que actuellement, on a beaucoup de secteurs qui sont impactés et dont les apprentis ne travaillent pas. En revanche, voilà, pour ce qui est de l'hôtellerie, la limite est de 22 heures à 23h30. Et pour la boulangerie ou la pâtisserie, par exemple, il faut savoir que l'interdiction de travail de nuit on peut y déroger afin de permettre à un apprenti de suivre, par exemple, un cycle complet de formation. Et dans ce cas-là, il pourra débuter sa journée à 4 heures du matin, mais sans pouvoir excéder les 8 heures d'une façon générale. On ne peut pas faire travailler des apprentis mineurs le dimanche, sauf dans certains secteurs. Alors, je ne vous ai pas fait la liste, hein, mais on est plutôt sur les métiers de bouche, charcuterie, les boulangeries, pâtisseries. Il existe d'autres domaines, hein, le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, on l'a vu, où là, le travail peut être autorisé le dimanche, mais il y a un décret qui fixe de façon limitative les secteurs concernés. De la même façon, il est interdit de faire travailler un apprenti, un alternant de moins de 18 ans, les jours fériés. Les dérogations qui valent pour le travail le dimanche, en général, sont les mêmes pour les jours fériés, à l'exception de toute façon d'un seul jour férié qui ne doit impérativement pas être travaillé, c'est le 1er mai. Il faut savoir que le non-respect de ces dispositions constitue une infraction et comme on l'a vu tout à l'heure, même si ce n'est pas ce qui fait le plus plaisir, l'employeur peut être condamné dans le cas où il ne respecterait pas justement ces dispositions à payer une amende qui peut atteindre 1 500 € par infraction constatée, voire même des dommages d'intérêt s'il en est résulté un préjudice pour le salarié. Certains travaux leur sont interdits et là, de la même façon, il existe des dérogations ou des interdictions absolues. Alors lorsque, en matière d'interdiction de travaux, il n'y a pas de dérogation possible, le non-respect, par un agent de contrôle de l'inspection du travail peut entraîner le retrait immédiat,
du jeune à son poste. Alors, sans aucune perte, évidemment, de salaire dans ce cas-là. Lorsqu'il existe une dérogation, le retrait immédiat n'a lieu que si le jeune est placé dans une situation dangereuse. D'une façon générale, l'interdiction de travaux concerne tout ce qui peut porter atteinte à la santé et la sécurité physique d'un alternant. Alors c'est vrai qu'il y a certains travaux qui sont interdits absolument lorsqu'ils sont exposés à des agents chimiques, par exemple. D'autres qui le sont par rapport à des ports de charge avec dérogation, auquel cas ce sera formalisé de toute façon. Le retrait n'entraîne donc ni la rupture, ni la suspension du contrat de travail. Les moins de 18 ans bénéficient également d'une surveillance médicale particulière. Préalablement à la prise de poste, il doit recevoir une visite d'information et de prévention, comme cela existe pour n'importe quelle embauche, et elle doit être renouvelée tous les 3 ans si nécessaire. Lorsque des travaux dangereux sont prévus, sans qu'ils soient interdits évidemment, un suivi médical renforcé est mis en place. Pour la partie maintenant formation. La formation, qu'elle soit par le maître d'apprentissage dans le cadre du contrat d'apprentissage ou le tuteur en professionnalisation, comporte 2 phases, évidemment, les enseignements théoriques, comme on l'a vu, et les enseignements pratiques qui fixent le principe même de l'alternance. Pour le contrat d'apprentissage, la formation théorique intervient en CFA, Centre de formation des apprentis, et elle correspond au moins 400 heures de formation par an. L'employeur a néanmoins un rôle et il doit veiller à ce que l'apprenti soit bien inscrit au CFA et à ce qu'elle participe aux épreuves. Pour la formation dans l'entreprise, l'apprentissage intervient grâce à l'accompagnement obligatoire d'un maître d'apprentissage. Certaines conditions sont fixées pour remplir cette fonction. Il faut que le salarié soit majeur et volontaire. Il peut s'agir d'ailleurs de l'employeur lui-même. Que ce salarié ou l'employeur, dans ce cas, offre toutes les garanties de moralité requises pour la formation d'un autre salarié, d'un alternant. La fonction tutorale, c'est son nom, même si là, on est davantage dans l'apprentissage, peut être partagée entre plusieurs salariés. Dans ce cas-là, par rapport peut-être à des spécificités de métier, au sein même de l'entreprise, il y a un partage de la formation qui intervient, mais un maître d'apprentissage référent est désigné pour pouvoir faire le lien avec le CFA dans le cadre de l'action de formation. Un maximum a été fixé de 2 apprentis pour un maître d'apprentissage, maximum cohérent pour que le maître d'apprentissage puisse quand même se consacrer de façon satisfaisante à 2 apprentis. Peuvent donc être maîtres d'apprentissage, en plus des critères que nous venons de voir, les personnes qui sont titulaires d'un diplôme ou d'un titre qui relève du domaine professionnel à laquelle correspond le diplôme qui est préparé par l'apprenti et qu'il ait un niveau au moins équivalent en justifiant d'une année d'exercice en rapport avec la qualification qui est préparée par l'apprenti. S'il n'a pas le diplôme, forcément, ça peut poser difficulté. Donc là, il faudra néanmoins qu'il justifie de 2 années d'exercice de l'activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti. L'employeur a également des obligations à l'égard du maître d'apprentissage. On l'indiquait tout à l'heure, un maître d'apprentissage peut très bien avoir 2 apprentis sous sa responsabilité et à former, auquel cas il faut nécessairement lui dégager du temps de travail pour pouvoir l'accompagner et le former correctement. Et puis, de la même façon, pouvoir faire le suivi avec le CFA parce qu'on est en continu et il y a des comptes rendus réguliers qui doivent être fournis. De la même façon, l'employeur doit veiller à ce que le maître d'apprentissage bénéficie des formations nécessaires pour qu'il soit à jour dans ses connaissances. Il y a des métiers très évolutifs, donc il ne s'agit pas que le maître d'apprentissage ait moins de connaissances que le jeune apprenti qui a en parallèle les enseignements théoriques de son CFA. Pour le contrat de professionnalisation,
La formation, donc, qui comporte cette phase également d'enseignement généraux et techniques, doit correspondre à 15 et elle doit être située entre 15 et 25% de la durée totale du contrat, sans pouvoir être inférieure à 150 heures annuelles. Cette formation générale peut être assurée soit par un organisme de formation extérieur, public ou privé d'ailleurs, soit par le service de formation interne à l'entreprise. Une convention est signée entre l'employeur, l'organisme de formation et le salarié pour présenter les objectifs, le programme, les modalités d'organisation, d'évaluation de la formation. Cette convention est évidemment annexée au contrat de professionnalisation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'issue des 2 premiers mois, il y a déjà un premier bilan qui peut être fait entre l'employeur et le salarié pour s'assurer de la bonne adéquation de l'action de formation retenue et de la formation reçue. Si ce n'est pas le cas, un nouvel avenant est conclu ou un premier avenant et il sera transmis dans les mêmes conditions que le premier auprès de l'opérateur de compétences, puis à la DIRECT, qui est la direction du travail. Comment se passe la formation dans l'entreprise? Alors, dans l'entreprise, l'accompagnement est obligatoire, hein, comme pour l'apprentissage. Là, on parle davantage d'un tuteur. Alors, la terminologie est un peu différente, mais le rôle est sensiblement le même. Le salarié tuteur doit être volontaire. Il peut également s'agir de l'employeur lui-même. Le tuteur doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans en rapport avec la qualification préparée par l'alternant. On a un niveau d'alternant un peu supérieur, c'est-à-dire qu'un tuteur peut prendre en charge et accompagner 3 salariés. En revanche, on retombe à 2 si c'est l'employeur qui assume cette fonction. Et dans ce cas, alors qu'en apprentissage, l'employeur a quand même un rôle sur la participation et l'inscription aux examens de son apprenti, ce n'est pas le cas en matière de contrat de professionnalisation. L'employeur a néanmoins, vis-à-vis du tuteur, les rôles identiques à celui de l'employeur à l'égard du maître d'apprentissage, c'est-à-dire lui dégager du temps pour accompagner le salarié et assurer le suivi avec le service de formation et veiller à ce qu'il bénéficie également des formations qui lui permettent d'être à jour de ses connaissances. On l'a vu tout à l'heure dans les aides financières. Je rappelle ici que l'opérateur de compétences peut participer aux frais de formation du tuteur. L'engagement de l'employeur dans le cadre du contrat de professionnalisation, c'est vraiment d'assurer la formation au salarié, lui permettre d'acquérir la qualification professionnelle recherchée et de lui fournir pendant la durée du CDD ou la durée de l'action de professionnalisation dans le cadre d'un CDI, l'emploi qui est en relation avec cet objectif. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas pour un employeur de donner à l'alternant un emploi qui est sans lien avec la finalité de sa formation. Ça peut être tentant, parfois, pas vu, pas pris, mais le principe et mon rôle est là pour le rappeler, c'est effectivement que la formation doit se faire de bonne foi entre l'un et l'autre, l'employeur devant fournir et former l'alternant aux besoins de la qualification qu'il recherche. À défaut, de la même façon que lorsqu'on ne respecte pas les dispositions légales, des sanctions sont prononcées. Alors, il peut s'agir du retrait des aides, de la requalification du contrat s'il a été signé en CDD, en contrat à durée indéterminée, ou en contrat classique si on était déjà sur un CDI, donc avec l'application du droit commun du travail. Ça peut être aussi la résiliation judiciaire du contrat qui serait prononcée par un juge, une condamnation au paiement de dommages et intérêts, voire des sanctions pénales si ça va vraiment très, très loin. Bon, là, le tableau est un peu noir, à nuancer évidemment, mais le principe reste que il y a un engagement moral
morale de l'employeur de fournir le travail pour lequel l'alternant souhaite obtenir son titre ou sa qualification professionnelle. La fin du contrat, alors, même si l'idée, c'est plutôt d'être en début de contrat pour tous et en cours d'exécution, il n'en demeure pas moins que le contrat peut prendre fin. Pour ce qui concerne le contrat d'apprentissage, il existe des règles spécifiques pour les CDD ou la rupture de la période d'apprentissage en CDI. En matière d'apprentissage, il faut savoir qu'il existe une période dite probatoire de 45 jours qui donc prennent effet après le début de formation et là, ce sont 45 jours consécutifs ou non lorsque l'apprenti est en entreprise. Et pendant cette période-là, la rupture peut intervenir sans motivation à l'initiative de l'apprenti ou du maître d'apprentissage, enfin de l'employeur, pardon. Bon, alors c'est vrai que parfois, les circonstances font que ça ne va pas. Donc il y a cette petite marge de manœuvre, cette période où à tout moment et sans motif, pendant ces 45 premiers jours, il est possible de rompre le contrat d'apprentissage. Il faut quand même nécessairement le faire par écrit, en informer évidemment le directeur du centre de formation des apprentis et l'OPCO qui a enregistré le contrat pour transmission auprès de la direction du travail. Si l'apprenti est en arrêt maladie pendant cette période, les 45 jours reprendront à son retour. C'est-à-dire qu'on est juste sur une suspension éventuellement de la période pour permettre à son retour de fixer ou pas la décision de rompre le contrat. En revanche, une fois la période des 45 jours passée, la rupture est beaucoup plus encadrée. Alors, il peut toujours s'agir d'une résiliation amiable entre l'apprenti et l'employeur. Ça, c'est toujours possible. Il faudra néanmoins la formaliser également par écrit. Lorsqu'on est sur une rupture anticipée du CDD, c'est-à-dire que la fin du contrat peut très bien arriver au terme des 2 ans qui avaient été initialement fixés. Mais si, avant le terme de ces 2 ans, on souhaite mettre fin au contrat, ça peut intervenir à l'initiative de l'apprenti si, par exemple, il a obtenu son diplôme un peu avant la fin de l'échéance du contrat. Dans ce cas-là, il doit en informer l'employeur ou pour toute autre raison, un désaccord peut intervenir aussi et dans ce cas-là, il faut saisir au préalable le médiateur avant de fixer une date de rupture anticipée. Lorsque la rupture anticipée est à l'initiative de l'employeur, il faut savoir que dans le cadre d'un CDD, elle est soumise, on ne peut pas parler de licenciement à proprement parler lorsqu'on est en CDD, mais elle est soumise à la même procédure. C'est-à-dire que l'employeur doit, lorsqu'il envisage de mettre fin avant le terme du contrat à la collaboration avec l'apprenti, il est soumis à la même procédure que celle du licenciement, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un entretien préalable, une possibilité pour l'apprenti d'être assisté. Et là, cette rupture anticipée doit nécessairement être motivée, soit par une faute grave, soit par un cas de force majeure, soit par une inaptitude physique de l'apprenti qui aurait été médicalement constatée par le médecin du travail, soit par, ça arrive malheureusement, le décès de l'employeur qui est maître d'apprentissage lorsqu'on est dans une entreprise unipersonnelle, soit, et ça c'est un nouveau cas qui a été prévu lorsque l'apprenti a été exclu définitivement du CFA. Je dresse un tableau encore plus noir lorsque malheureusement intervient une procédure collective et que cette procédure est convertie en liquidation judiciaire. C'est le liquidateur qui peut prendre l'initiative de mettre fin au contrat d'apprentissage.
Ce qu'il faut savoir, c'est que la fin du contrat d'apprentissage ne donne pas lieu à l'indemnité dite de précarité, hein, qui est versée en cas de fin de CDD. Si nous sommes en CDI et que la poursuite intervient après la période de formation et d'apprentissage, on rebascule vers un contrat de travail à durée indéterminée classique. Lorsque la rupture anticipée intervient à la suite de l'inaptitude physique, il faut savoir que dans ce cas, l'employeur n'a pas à rechercher préalablement un reclassement pour l'apprenti. Voilà, ce qui est en principe le cas en matière de licenciement suite à une inaptitude physique. La fin du contrat pour le contrat de professionnalisation, alors qu'il soit en CDI ou en CDD. Pour le CDI, on est sur les conditions de rupture de droit commun, hein, c'est-à-dire le licenciement, la démission, la rupture conventionnelle. Et si de la même façon, au terme de l'action de professionnalisation, le contrat se poursuit, ça sera sous le régime classique de droit commun. Pour les CDD, la rupture, c'est la même pour tous, hein, c'est l'arrivée du terme comme on l'a vu, ou alors la rupture anticipée. En cas d'accord des parties, ça c'est toujours possible, ou motivé par les mêmes raisons que nous avons vues précédemment. De la même façon, en contrat de professionnalisation, l'indemnité de précarité n'est pas due. Et la liquidation judiciaire, il faut savoir, ne met pas fin automatiquement au contrat de professionnalisation. Donc, soit le liquidateur prendra l'initiative de faire la procédure de rupture anticipée, d'en voir le médiateur, mais voilà, il n'y a pas une fin automatique lorsque la liquidation intervient pendant la durée d'exécution du CDD. J'en ai terminé sur les grands principes de l'apprentissage et de la professionnalisation. Je veux juste, pour que vous l'ayez à l'esprit, vous montrer à quoi ressemble le formulaire d'apprentissage. Le formulaire de contrat de professionnalisation, bon, c'est assez simple, hein, on est tous habitués maintenant à remplir ce type de formulaire. Je voulais aussi juste par rapport aux organismes dont nous avons évoqué le nom, l'opérateur de compétences, rappeler quelles sont ses fonctions et ses missions surtout, parce que vous pouvez être amené évidemment à être en lien si vous envisagez ou si vous avez déjà des alternants en vos seins. Donc, c'est financer les contrats d'apprentissage et de professionnalisation, aider les branches à construire des certifications professionnelles et vous accompagner pour éventuellement définir vos besoins si vous êtes en phase de réflexion. J'ai juste là évoqué, ça c'est l'agence de services de paiement qui est chargée justement de verser les aides exceptionnelles que nous avons évoquées. Vous retrouvez, je les mets là, mais de toute façon, ils sont facilement accessibles, les liens utiles, des sites institutionnels également qui pourront venir en complément de ce que la CPME 31 vous propose pour avoir des idées ou revenir sur des points plus précis de l'alternance, de l'apprentissage ou de la professionnalisation. Je vous remercie infiniment en espérant ne pas avoir été trop rapide ou longue ou je crois que j'ai Voilà, dépassé. Céline, 11 heures pile. Non, c'est Avant parfait. fou. Je ne sais pas si Léa nous entend. Alors, on voulait effectivement envoyer un petit sondage pour connaître parmi les participants ceux qui avaient déjà accueilli au sein de leur entreprise des apprentis ou des alternants, ou ceux qui avaient déjà en tête de le faire prochainement. Voilà, donc si vous pouvez répondre au petit sondage en direct, et puis après on passera il y a eu quelques questions posées sur le chat et sur la rubrique questions et réponses. Voilà, qu'on posera à Céline.
Je ne sais pas, Céline, si vous voulez que je vous pose les Je questions ou si pas dispo. vous les voyez. Je vous écoute. Alors, je ne les vois pas. Pourquoi est-ce que je n'ai plus le chat? Je vais peut-être arrêter mon Alors, partage. il y a Delphine B, je ne sais pas le nom de famille, voilà, qui au départ de l'intervention, vous avez parlé des sportifs de haut niveau Oui. et se demandait en quoi consistait l'apprentissage d'un sportif de haut niveau. Est-ce que c'est Ah ben, je ne sais pas si c'est… oui, alors c'est pour leur permettre en parallèle effectivement de cette activité sportive de haut niveau qui nécessite beaucoup beaucoup de temps dans le cadre d'une reprise d'activité ou de souhait de formation initiale, de leur permettre justement de revenir dans une vie professionnelle autre. Donc, mais c'est exactement sur les mêmes domaines que n'importe quel apprentissage. Voilà, exactement. Dès que vous souhaiterez avoir les résultats, je publierai. Je sais pas. Pour le moment, on a 9 réponses sur… Alors, moi, je vois une question de Laura concernant les congés de préparation à l'examen et qui demande si ces congés doivent être ajoutés au compteur de congés payés directement. Alors non, c'est un congé spécifique. Voilà, ça n'est pas dans le compteur des congés payés, c'est vraiment un congé spécifique préparation à l'examen. J'espère, Laura, avoir répondu à votre question. Laura a posé après 2 autres questions sur notamment s'il y avait une formalisation par un document concernant le suivi des 2 mois du contrat de professionnalisation. Oui, il y a des livrets qui existent et qui effectivement permettent de fixer de façon très régulière. Là, je me suis attardée sur ce bilan des 2 mois parce qu'il est important en matière de poursuite de l'action de formation pour vraiment s'assurer de la bonne adéquation du choix. Donc oui, c'est formalisé, mais il faut savoir que tout au long de l'action de formation, en professionnalisation ou en apprentissage, il y a des petits livrets de suivi qui permettent en plus de faire les liens avec ou l'organisme de formation lorsqu'il est extérieur, ou le CFA nécessairement en matière d'apprentissage, ou le service interne de formation de l'entreprise. Et la fonction de l'avenant conclu, si la formation ne convient pas, en fait, si à l'issue des 2 mois, on se rend compte que l'action de formation engagée ou le poste, la fonction proposée à l'alternant ne correspondent pas l'un à l'autre, la fonction de l'avenant, c'est soit de corriger le tir, c'est-à-dire de modifier effectivement l'action de formation qui est suivie, soit de changer légèrement la fonction, justement, pour qu'elle corresponde à l'action de formation recherchée. Marc, Alors, moi, je ne vois pas d'autres questions, mais il y a peut-être en live… Marc, je te propose de Oui, partager alors il y avait le sondage peut-être aussi. Oui, Hop. absolument. J'ai vu 2 autres questions Merci à encore. ceux qui ont répondu, bien sûr. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont tout timides de répondre au sondage en direct, peut-être. Alors, on va partager les résultats. Voilà, hop. Habituellement, vous avez les résultats qui s'affichent. Marc, si je te laisse le commentaire, je sais que… Donc, je vois qu'on a… Bon, effectivement, il y en a plus de la moitié qui ont déjà accueilli un alternant et un apprenti. Et sinon, il y en a 78% qui envisagent de le faire. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Effectivement. Alors, ce qui aurait été intéressant, c'est de savoir finalement ceux qui souhaitent s'engager suite à la présentation, peut-être, de Céline. On a peut-être créé une vague. Il y avait une question de résultat, alors. Je pense. Je ne le savais pas. On aurait dû rajouter une autre question derrière. Je vois qu'il y a d'autres questions qui s'affichent. Oui, il y avait Céline, il y avait alors Delphine qui avait déjà posé la question des sportifs de haut niveau, qui demandait si le tableau, alors c'est le tableau, je pense que c'est le tableau 5 sur la rémunération du salarié.
puisqu'elle a posé Oui. la question à ce même moment, s'il correspondait au CAP. Alors, oui, CAP, oui, oui, tout à fait. À partir du moment… Alors, attendez, je reviens. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Non, il faut faire un partage pour voir l'écran. Ah, pardon, j'avais retiré le partage, excusez-moi. Ça correspond tout à fait. Enfin, c'est pour tout. Oui, là, on est sur tout diplôme confondu en matière d'apprentissage. Donc, que ce soit un CAP, un BTS, un DUT, enfin, c'est voilà, en formation initiale, cette rémunération, c'est tout diplôme confondu. On a une question également d'Olivier Le Breton. Un délai de prévenance s'applique-t-il en cas de rupture du contrat d'apprentissage dans les 45 premiers jours? Pas nécessairement. Pas dans les 45 premiers jours. Alors après, effectivement, le délai de prévenance vaut après la période probatoire. Dans les 45 premiers jours, légalement, non. Maintenant, bon, voilà, c'est vivement conseillé. Ça se fait, c'est vrai que ça se fait sans motif. On n'est pas, attention, on n'est pas dans la période d'essai. C'est vrai que le parallèle pourrait être tentant d'assimiler la période probatoire à une période d'essai dans un contrat classique, où là, effectivement, il y a un délai de prévenance, ce qui n'est pas le cas pour le contrat d'apprentissage. Je ne sais pas si Olivier Le Breton a déjà un apprenti et puis que ça, effectivement, en poste. Alors, il si pas Olivier veut satisfait, prendre la parole, qu'il n'hésite pas on peut le prendre en audio, bien sûr. Donc, qui se fasse connaître. Il peut lever la main, en fait. Il peut solliciter la prise de parole. Et bien sûr, en audio, on pourra lui permettre. Voilà, je vois qu'il se connecte. Hop. On n'a pas entendu le son des adhérents. On aimerait bien. Bonjour Olivier. Oui, bonjour. Non, c'était juste une question par curiosité, parce que je faisais un parallèle justement entre le délai, entre la période d'essai et cette période probatoire. C'est pour ça. C'était par curiosité simple. Olivier, vous avez répondu quoi dans le sondage? Vous avez déjà accueilli ou? Alors oui, dans mon ancienne vie professionnelle, j'ai accueilli des alternants. Là, je viens de m'installer en tant que DRH externalisé, donc je ne projette pas, à titre personnel, d'accueillir des alternants. En revanche, c'est quelque chose que je conseille à mes clients. Merci. Parfait, merci Olivier. Est-ce que n'hésitez pas à lever la main, à solliciter nos prises de parole sur des commentaires, hein, notamment sur la présentation ou sur d'autres sujets. Nous avons des professionnels, des écoles, etc. Donc n'hésitez pas à solliciter une prise de parole. Marc, des choses à rajouter, le temps que peut-être les personnes se décident. Je vois qu'au niveau du chat, on a répondu aux différentes questions. Oui, absolument. Alors, c'est quand même très technique hein, au niveau réglementation. On a aussi... Même si Céline nous a parlé de simplification. Il y a de la souplesse. C'est très étonnant, c'est un paradoxe. Hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de règles, il y a aussi beaucoup de dérogations pour s'adapter forcément aux besoins des entreprises en fonction de leur secteur. Je ne suis pas là pour faire la promo, hein, évidemment. Moi, j'étais là pour dire le droit et ce qui entoure l'apprentissage et la professionnalisation. Mais c'est vrai que pour un professionnel qui a un besoin, qui peut en même temps qu'il va pouvoir satisfaire ce besoin, mais former un salarié, lui apporter la culture de l'entreprise, un savoir-faire particulier, quand ça se passe bien, c'est formidable.
il y a parfois aussi des moments où ça se passe pas bien. Mais quand je parlais de passerelle vers l'emploi, c'est vraiment, et vous Marc, de la voie d'excellence, on voit la progression effectivement de l'embauche d'alternants qui est exponentielle, peut-être un petit peu freinée forcément en ce moment, mais justement se dire que pour les activités qui sont encore exercées aujourd'hui, même de façon un peu réduite, c'est une façon aussi d'accompagner et d'avoir plus de temps pour accompagner des jeunes, les former et puis voilà, dans des petites structures, ça a aussi toute sa valeur. Bien sûr. Et on a vraiment de TPE qui sont engagés justement Aussi. dans ce type de, Ouais. de process. Donc c'est important, oui, on l'a souligné. Et nos PME et nos TPE s'engagent au quotidien sur ces sujets-là. Donc vraiment, en tout cas, Céline, moi j'ai trouvé la présentation très claire, très, très concise. Et en tout cas, c'est sûrement pour ça qu'on n'a pas énormément de questions. C'est que quand c'est clair, moins... Bah, j'espère que les gens se sont endormis, assouvis. non, Parce que comme je disais, il y a beaucoup de techniques et oui, c'est pas très concret. Donc c'est pour ça que je profitais aussi de ce petit rebond pour dire que concrètement, si on met un peu de côté les règles, parce qu'on voit qu'on peut jouer avec et qu'il y a des possibilités qui sont offertes tant sur la durée que sur la nature du contrat, ben voilà, de façon pratique, il y a une valeur ajoutée. Comme on l'a évoqué en début de webinaire, on vous donnera le lien pour accéder à une page dédiée pour les éléments si vous avez des questions complémentaires, ou on pourra sûrement, Marc, passer par vous sur des questions individuelles et interagir en ce sens. Donc n'hésitez pas Avec même plaisir. après le webinaire à nous solliciter sur le sujet. On sait que nos partenaires seront ravis de répondre précisément à vos sollicitations, voilà, et toutes questions que vous pourrez avoir. Ce que je vous propose du coup, c'est peut-être de conclure, Marc et Céline. Euh, je vais vous Ouais. laisser conclure. Moi, je veux juste vous remercier pour cette présentation encore une fois très claire. Remercier encore une fois la Matmut pour son implication et son engagement auprès des TPE et des PME. Et vous dire que de plusieurs actions sont encore en cours. Là, on fait du webinaire, mais il y a d'autres formats qui arrivent, notamment avec la Matmut. Avec notre prochain plateau TV qui arrive très rapidement. Donc restez connectés. Marc, peut-être le mot de conclusion avec Céline. Je vais laisser Marc. J'ai beaucoup parlé, Marc. Ah. Je vais vous laisser la Non, parole. écoute, c'est toujours un plaisir voilà, d'organiser des matinales avec la CPME. C'est vrai que c'était un sujet, moi, qui me tient à cœur. Juste à titre de témoignage, parce qu'on travaille alors avec la CPME, mais je travaille également avec des CCI, des chambres des métiers qui gèrent des CFA. Quand je vois l'encadrement, je suis assez bluffé. Et puis à titre personnel, je suis rattaché à une agence. Ça doit faire, depuis que je suis à la Matmut, la 4e ou 5e alternante qu'on accueille. C'est vraiment voilà, c'est la jeunesse qui arrive au sein d'une agence, ça pulse, ça dynamise. Donc voilà. Bon, ils sont peut-être pas tous comme ça, mais c'est vraiment, je trouve, une belle voie. Ça permet aux jeunes de mettre le pied à l'étrier, de rentrer dans le monde de l'entreprise. Ils se forment et puis, bon, je vois au niveau de la Matmut, en général, si tout se passe bien, ils repartent après avec un CDI à la clé. Donc, c'est vraiment une belle opportunité. Donc, j'invite effectivement les chefs d'entreprise qui le peuvent à accueillir effectivement et à privilégier cette voie en plus, en parallèle. Et puis sinon, je vous donne rendez-vous au mois de juin pour une nouvelle matinale. Exactement. Voilà, merci Céline. Oui. Céline, c'était sa première. Et puis en plus, elle était en congé cette semaine, donc elle est venue spécialement pour animer la matinale. Donc je la remercie grandement. Je vous en prie, c'était très très plaisant et puis à disposition si nécessaire. Et donc ce webinaire sera disponible en replay dès la fin de semaine. Donc n'hésitez pas à le reconsulter, à nous le demander et à poser vos questions bien sûr à nos partenaires de façon individuelle, par mail, etc. Donc encore une fois, merci à tous les deux et à très vite donc, pour un prochain webinaire matinal CPME 31. Merci à tous et bonne journée.
Merci Bonne journée à beaucoup. tous. Bonne journée. Merci.